Bonjour, voilà, je me présente Emmanuel Navarro, CFA régional agricole public en PACA, mon collègue Reynald Calafa, je suis juriste au CFA et Reynald, qui se présentera plus longuement tout à l'heure, est en charge de la qualité. On vient aujourd'hui animer un webinaire d'information collective à destination des maîtres d'apprentissage et des employeurs. Donc, normalement, si vous êtes de l'autre côté de l'écran, c'est que vous êtes employeur ou que vous envisagez d'être employeur d'apprentis, d'un apprenti qui est au CFA régional. Donc, le CFA régional, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 2000 apprentis répartis sur 14 sites de formation, sur l'ensemble des 6 départements qui composent notre région. Et on a à ce jour plus de 40 formations qui vont du CAP au diplôme d'ingénieur encore, avec énormément de BTS et de formations à disposition. Les secteurs d'activité sont également très variés, puisqu'on fait de l'espace vert, du cheval, de l'agroéquipement, de l'horticulture et que sais-je encore. Je vous encourage vivement d'ailleurs à aller sur le site cfarapaca.fr. On remercie vivement la région Sud qui nous aide financièrement à tenir ce webinaire. Enfin, je vous rappelle donc que vous êtes employeur d'apprentis. Qu'est-ce que c'est qu'un employeur d'apprentis? C'est avant tout quelqu'un qui a décidé de s'engager pour former un jeune. Et ce qui est important, les deux mots sont importants, engagement et formation. Et cet engagement, il passe d'abord par le maître d'apprentissage. Alors, c'est soit vous-même, soit un de vos salariés, mais vous avez désigné un maître d'apprentissage à qui vous donnez du temps, des moyens et éventuellement de la formation pour accompagner votre apprenti. Donc, cette partie-là de tout ce qui est liaison avec la formation, c'est quelque chose que vous voyez avec votre établissement de référence. Comme je vous le disais, il y a 14 établissements sur le site de la région PACA et il est de leur prérogative de vous expliquer toute la démarche pédagogique et comment la liaison va s'organiser entre vous et l'établissement de formation. Nous, on est là à un niveau plus régalien pour vous rappeler et pour essayer de répondre aux questions récurrentes qui viennent sur j'ai un apprenti, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons débuter. Anna, ça te va? Oui. Vous pourrez poser des questions à la fin de cette séance qu'on va découper en 2 temps. Donc, d'abord ma présentation et je vous laisserai un temps de questions-réponses. Et ensuite, Reynald prendra la parole sur la qualité et vous en ferez autant. On s'engage à ce que ça ne dure pas plus d'1 heure. Et on prend même le défi d'arriver à faire ça en moins d'1 heure. Donc, soyons brillants, je compte sur vous. Donc, excusez-moi, le charme de la technique, voilà. Donc, la première question quand vous me demandez, parce que beaucoup d'entre vous sont en fait, à travers l'apprenti, prennent leur premier salarié. Et la plupart des questions que vous avez, elles portent sur le fait d'être employeur, pas d'être employeur d'apprenti, mais simplement d'être employeur de main-d'œuvre. Donc, je profite de cette intervention pour rappeler quelques basiques qui ne sont pas toujours évidents. Pour une fiche de paye, pour un document écrit qui doit être fourni régulièrement, mensuellement et dans des délais raisonnables. Elle doit être remise aux salariés et donc également à l'apprenti. Vous ne pouvez pas cumuler et donner les fiches de paye tous les 6 ou 8 mois quand vous faites votre administratif. Ça arrive. Donc non, on respecte une cadence régulière au même rythme qu'on paye tous les mois. Oui, depuis désormais le 1er janvier 2016, les employeurs doivent proposer une couverture complémentaire de santé à leurs salariés, à tous leurs salariés, y compris aux salariés apprentis. Donc, si vous n'avez qu'un apprenti et que vous n'avez pas d'autres salariés, de facto, vous devenez employeur de main-d'œuvre et donc vous devez mettre en place une proposition de couverture complémentaire santé. Elle est ouverte à tous, y compris les apprentis, et tous, selon vos règles, devront s'y soumettre. La seule exception, c'est si le salaire de l'apprenti, enfin, si la cotisation correspondait à plus de 10% du salaire de l'apprenti, celui-ci pourrait demander par écrit une dispense d'adhésion. Mais vous êtes dans l'obligation de faire une proposition mutuelle. Les paniers repas.
et l'EMG, donc c'est-à-dire le minimum garanti, doivent être payés selon votre convention collective. Alors, ceux d'entre vous qui relèvent notamment des espaces verts, connaissent bien ce système. Ça va vraiment dépendre de votre convention collective et non du statut de votre salarié. Si dans votre convention collective, il est prévu des paniers repas et des RG, donc le MG, je vous rappelle, c'est le minimum garanti. Il est depuis le 1er janvier à 4,01 €. Vous devrez le payer également à vos apprentis. Oui, tous les employeurs privés, donc je ne sais pas si on a des entreprises publiques type collectivité mairie, mais à l'exception des collectivités mairies qui pourraient nous écouter, tous les employeurs privés, donc les entreprises, sont soumis à une convention collective. Vous avez forcément un numéro d'IDCC. Allez le chercher, rapprochez-vous de votre comptable, mais je vous assure que vous avez forcément une convention collective. Alors, à partir du moment que vous employez votre premier salarié, vous êtes soumis à la rédaction du document unique d'évaluation des risques. Je le rappelle, c'est un dispositif qui est obligatoire depuis 2001. Donc, il est à peine plus jeune que moi. Depuis 2001, vous devez évaluer l'ensemble des risques de votre entreprise. Dans un premier temps, supprimer tous les risques que l'on peut supprimer, puis mettre des protections collectives à chaque fois que cela est possible, et in fine, pour les risques que l'on ne peut pas supprimer et que l'on ne peut pas protéger de manière collective, vous devez prévoir des équipements de protection individuelle. Donc, c'est bien à vous de fournir les EPI, les équipements de protection individuelle, à votre apprenti comme à tous vos autres salariés. Et à votre apprenti comme à tous vos autres salariés, vous êtes en charge de l'entretien et du renouvellement de cet équipement. Bien sûr, s'il y a abus, vous pourrez sanctionner. Si vous avez quelqu'un qui abîme volontairement ces EPI ou qui n'en prend pas soin, vous pourrez éventuellement avoir recours au droit de la discipline. Et également, vous avez l'obligation de vous assurer que tous vos salariés portent les EPI. De la même façon, vous pourrez sanctionner, ou même vous devez sanctionner, un salarié ou un apprenti qui ne porterait pas les EPI dans les situations indiquées. Le document unique de prévention des risques, d'évaluation des risques, doit être mis à jour au moins une fois par an et plus selon les circonstances. Pour ceux d'entre vous qui n'en seraient pas équipés, et ça arrive, n'hésitez pas à vous rapprocher notamment de la MSA pour ceux qui en relèvent, puisqu'il y a un service de prévention et il y a régulièrement des ateliers et des accompagnements à l'écriture du document unique d'évaluation des risques. C'est un grand mot pour quelque chose frappé de bon sens qui avance assez bien. Donc, ne vous inquiétez pas plus que ça si vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, pensez à le mettre à jour. Vous êtes devenu employeur de main-d'œuvre, c'est-à-dire que vous avez la même machine depuis 25 ans qui fonctionne parfaitement. Désormais, vous avez un salarié, il s'avère que c'est un apprenti. Attention, votre matériel doit être conforme aux normes actuelles. Et notamment, vous devez passer des normes, vous devez faire passer tous les 2 ans un contrôle électrique de votre entreprise. Si vous avez une machine qui ne serait pas aux normes actuelles, vous devez en interdire l'accès et l'utilisation à la totalité de vos salariés, y compris les apprentis. C'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire, ça n'est en aucun cas le CFA ou l'UFA ou l'établissement de formation. Vous êtes employeur à part entière et à ce titre, c'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire sur vos salariés comme sur vos apprentis. Et c'est pour cela que l'établissement peut, en cas de difficulté, se tourner vers vous s'il y a un problème de discipline avec votre apprenti qui représente votre entreprise dans l'établissement. Il peut arriver que vous soyez interpellé par la formation pour régler un problème de discipline. Et c'est normal, c'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire. De la même façon, si vous avez un apprenti absent sans justification, que ce soit en formation ou chez vous, c'est vous qui faites la retenue sur salaire et c'est vous qui éventuellement convoquez le jeune. Bien évidemment, nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche et vous pouvez toujours vous rapprocher soit de l'établissement de formation pour avoir des explications,
soit m'appeler pour avoir des éclaircissements ponctuels. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire. Ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, le mot mystérieux, vous devez faire la DSN. À partir du moment où vous avez des salariés, vous devez déclarer et payer un ensemble de cotisations. Pour ça, dans un grand esprit de simplification, désormais a été mis en place, la DSN, la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire une transmission, une seule, unique, mensuelle, mais dématérialisée. Donc, tous les mois, vous devez de manière dématérialisée, donc soit par un tiers déclarant, soit par le biais d'un logiciel, vous devez déclarer les salaires de l'ensemble de vos salariés, y compris de vos apprentis. Cette déclaration doit être faite mensuellement. Pour ceux d'entre vous qui n'ont ni tiers déclarant, donc ni comptable, et qui, bien évidemment, ne vont pas utiliser le logiciel, vous avez la possibilité via TESA+, pour ceux d'entre vous qui relèvent de la MSA, ou TESE, pour ceux qui relèvent de l'URSSAF, de pouvoir faire cette DSN par ces deux outils qui sont mis à disposition, il me semble gracieusement, mais en tous les cas, qui sont mis à votre disposition. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable, mais ça peut vous faciliter la vie. Par contre, vous êtes obligé d'assurer cette déclaration. De la même façon que vous êtes obligé de fournir une fiche de paye, vous êtes obligé de déclarer tous les mois les cotisations et le salaire de vos salariés, y compris de vos apprentis. Donc, si vous n'avez qu'un apprenti, je vous encourage vivement et que vous n'avez pas de comptable, à vous rapprocher, à aller consulter les sites TESE, URSSAF ou TESA+, MSA, pour connaître les modalités de mise en place. Ça va vous poser un problème si vous ne faites pas la DSN, au-delà du problème légal, hein, puisque vous êtes obligé de le faire, donc vous aurez un rattrapage URSSAF, cotisation et tout. Ça empêchera le paiement de l'aide aux employeurs d'apprentis. On verra un peu plus loin dans le déroulé, mais ceci explique cela. Donc voilà, pour résumer, les obligations minimum afférentes, et attention, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, ni de vous expliquer en quoi consiste votre métier, mais juste à vous éclairer sur quelques obligations réglementaires qui reviennent régulièrement et qui souvent vous posent question de « je suis employeur », qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, toujours pareil, inspiré des retours fréquents que nous pouvons avoir, parce que je participe aussi aux réunions physiques qu'on fait à destination des maîtres d'apprentissage, on a souvent un focus sur les apprentis mineurs. Parce qu'en fait, la vraie distinction, elle ne va pas tant venir du statut d'apprenti que du statut de mineur ou pas de votre salarié. Parce qu'à partir du moment qu'il est apprenti, vous savez qu'effectivement, il passe un temps en formation et un temps dans votre entreprise, et que tout ça, ça fait 35 heures semaine et 1607 heures à l'année. Et quand il est chez vous, c'est un salarié comme les autres. Et quand il est en formation, c'est un salarié de votre entreprise qui vous représente. Mais quand il est mineur, là, par contre, il y a des points remarquables qui sont, j'insiste, liés à la minorité, pas tant au statut d'apprenti. Mais voilà, donc vous avez chez vous, ou vous envisagez d'embaucher un jeune de moins de 18 ans, sachez qu'il y a quelques points qu'il faut qu'on voie ensemble. Excusez-moi. Les heures supplémentaires. Pour un apprenti mineur, il n'y a pas d'heures supplémentaires sans autorisation préalable de l'inspection du travail avec accord de la médecine du travail. Quand j'ai dit cette phrase, vous avez compris qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires. C'est bien trop compliqué à mettre en place. Donc, un jeune de moins de 18 ans fait 35 heures semaine. Il y a eu un assouplissement ces dernières années qui concerne les chantiers. Donc, dans nos métiers, quand je parle de nos métiers, c'est ceux qu'enseigne le CFA régional, ne sont concernés que les entreprises d'espace vert. Si votre entreprise d'espace vert fait du chantier, alors votre jeune peut faire 5 heures supplémentaires, donc aller à 40 heures semaine, sans l'accord préalable de l'inspection du travail, avec accord de la médecine. Donc, vous avez, avec avis médical, pardon. Donc, vous avez compris, si votre entreprise est une entreprise de travaux paysagers, vous pouvez, à la condition que ça concerne également tous les autres salariés, vous ne devez pas jamais en faire plus à votre apprenti qu'aux autres, vous pouvez effectivement prévoir un planning de 40 heures semaine
au lieu des 35 réglementaires, parce que votre apprenti est mineur, hein, je le rappelle. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est apprenti. Donc, s'il est majeur, vous oubliez immédiatement ce que je viens de dire, il peut faire des heures supplémentaires. Alors, attendez, on va faire une exception, il y a une question. Bonjour Emmanuel, oui, monsieur Lecomte, je vous donnerai mes coordonnées tout à l'heure et je répondrai à vos questions et on discutera en direct si vous voulez. Hop, j'avais une petite question, donc voilà. L'accord préalable de l'inspection du travail, donc retenez un apprenti mineur, sauf espace vert, je ne lui fais pas faire d'heures supplémentaires. Je le prévois dans son planning qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires et donc je le libère selon le planning prévu. Vous avez tous entendu parler de la déclaration machine dangereuse qui a été moult fois modifiée la décennie dernière. Donc maintenant, on a un cadre qui est défini, qui est prévu. Pour un jeune entre 15 et 18 ans, il y a certains travaux qui sont interdits par le Code du travail. Certains travaux, on considère trop dangereux, physiquement ou psychologiquement, pour y soumettre un mineur. Par contre, dans le cas d'une formation, le législateur a entendu qu'il fallait quand même donner accès à certains travaux. Donc, selon vos métiers, on peut exceptionnellement déroger à cette interdiction par une déclaration qui est faite auprès de l'inspection du travail. Donc, pour faire simple, et je ne rentrerai pas dans le détail, je me tiens à votre disposition et j'ai rédigé des éléments là-dessus qui sont à disposition de votre établissement de formation. Si vous avez un apprenti mineur, il est fort probable que vous allez le soumettre à des travaux interdits. Donc, vous devez faire une déclaration préalable à la mise en poste de ces métiers dangereux, de ces tâches dangereuses, pas forcément de l'embauche, mais vous ne pourrez pas le mettre sur ces machines tant que vous n'aurez pas fait la déclaration. Donc, c'est un formulaire que vous trouvez sur le site de l'inspection du travail et vous devez lister l'ensemble des machines sur lesquelles vous envisagez de mettre votre apprenti. Bien évidemment, ces machines doivent avoir un lien avec le métier. Et certaines machines, vous n'aurez pas l'autorisation, enfin, vous ne pourrez pas déroger à l'interdiction parce que la machine ne relève pas du registre de la formation et du diplôme que vous faites poursuivre aux jeunes. Cette déclaration préalable est à renouveler tous les 3 ans. Si vous avez un apprenti mineur, je vous encourage à vous rapprocher et de l'inspection du travail et ou de l'entreprise de l'établissement de formation. On a un apprenti mineur, c'est 2 jours de repos hebdomadaire, c'est-à-dire 48 heures. Pour un salarié lambda, si vous posez la question, c'est minimum 35 heures. Pour un apprenti mineur, c'est 2 jours. Alors, repos hebdomadaire, ça veut dire toutes les semaines. Alors, attention, parce que quand vous faites votre planning, vous devez bien prévoir qu'il travaille s'il est en formation la semaine d'après. Je vous donne un exemple tout simple. Vous voulez le faire travailler le samedi matin, pourquoi pas, mais vous n'allez pas pouvoir lui donner son lundi matin s'il est en formation. Vous ne pouvez pas le faire travailler le samedi et lui dire tu prends dimanche, lundi de repos si le lundi, il est en formation. Donc, il n'aura plus qu'une journée de repos et vous serez en dehors des clous. Donc, faites attention à ça. C'est 2 jours pleins et consécutifs. Ce n'est pas le lundi et le mercredi, hein. C'est le dimanche et un autre jour. Le repos journalier, c'est-à-dire le repos entre 2 services, est de 12 heures. Pour nous, les adultes, il n'est que de 11. C'est-à-dire qu'entre la fin de son service et le suivant, il doit se passer 12 heures. Ça peut arriver que vous rentriez tard d'un chantier. Attention, à ce qui est bien, c'est 12 heures. Vous rentrez à 19 heures, ça veut dire qu'il ne peut pas reprendre avant 7 heures du matin. Il y a des métiers dans les espaces verts où ça peut arriver qu'on embauche tôt. Attention à respecter cette règle. Il n'y a pas de dérogation possible. Et en tous les cas, jamais dans nos métiers. Hein. On n'a pas de nécessité là-dessus. J'insiste avec vous sur le fait que dans nos métiers, il n'y a pas de travail possible le dimanche. Vous retenez que pour un apprenti mineur, il ne travaille pas le dimanche. Donc, dans son repos hebdomadaire, il y a forcément le dimanche. La logique veut samedi-dimanche, mais voilà, vous avez forcément le dimanche en jour de repos, puisque certains métiers font l'objet d'une dérogation. Et les métiers que nous enseignons au CFA régional ne relèvent pas de ces possibilités de dérogation. Donc, si vous avez un apprenti en formation chez nous, ça veut dire que votre activité ne relève pas de ce type de dérogation.
De la même façon, le travail de nuit n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que c'est que la définition du travail de nuit? Pour un apprenti, pour un mineur, pardon, entre 16 et 18 ans, c'est 22 heures, 6 heures du matin. Donc, il ne travaille pas à partir de 22 heures ni avant 6 heures du matin. Et pour un mineur de moins de 16 ans, oui, ça arrive, hein, c'est 20 heures, 6 heures du matin. Donc, attention, il n'y a pas de dérogation possible. On ne fait pas travailler dans nos métiers un apprenti mineur la nuit. C'est-à-dire qu'aucun apprenti de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ne travaille entre 22 heures et 6 heures du matin. Et aucun apprenti de moins de 16 ans ne travaille entre 20 heures et 6 heures du matin. Une autre différence majeure, la dernière que je voulais relever avec vous, parce qu'effectivement, les temps de pause, vous savez que le temps de pause, j'en profite pour vous dire, il est toutes les 4h30, alors que pour un adulte, il est toutes les 6 heures. Mais attention, tous les jours fériés sont chômés pour vos mineurs, tous. Autant un salarié peut toujours travailler les jours fériés, à l'exception, enfin, un jour férié n'est pas un jour chômé, à l'exception du 1er mai. Donc après, c'est selon accord, enfin, c'est plus complexe. Vous pouvez les faire rattraper, vous pouvez les payer, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un mineur, il ne travaille pas les jours fériés. Il n'y a pas d'exception possible à ce dispositif. Voilà les points saillants. Alors, je n'ai pas, encore une fois, les velléités de vous faire un tour exhaustif et complet de l'apprenti mineur, mais c'est quelques points qui reviennent souvent. Et je voulais le soulever avec vous. Il y aura d'autres questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, vous aurez nos coordonnées à la fin. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait ce webinaire que vous ne pouvez pas nous téléphoner ou nous rencontrer pour aller plus loin. Un dispositif qui est important en ce moment, et c'est l'aide aux employeurs. Alors, je l'ai encore appelé aide exceptionnelle parce que cette année, il y a une réforme qui fait que les deux dispositifs se cumulent. Donc, pour faire simple, si vous avez signé un contrat avant le 1er janvier 2023, vous dépendez de l'ancienne législation. C'est-à-dire que pour la première année de contrat et pas de formation de votre salarié, vous allez toucher entre 5 et 8 000 € maximum la première année, selon qu'il soit mineur ou majeur. Et la deuxième année, même si elle se déroule en 2023, voire en 2024, vous toucherez 2 000 € maximum. D'accord? Par contre, pour ceux d'entre vous qui ont signé un contrat à partir du 1er janvier 2023, et pour les années à venir, la nouvelle législation est que le plafond est de 6 000 € la première année et qu'il n'y a pas d'aide aux employeurs au-delà de la première année de contrat. Cette année 2023, exceptionnellement, et j'insiste là-dessus, les employeurs de BTS et les entreprises de plus de 250 salariés ont également accès à cette aide de 6 000 €. Mais ça n'est pas le dispositif pérenne. Le dispositif pérenne prévoit qu'à partir de 2024, seuls les employeurs d'apprentis jusqu'au bac inclus, et les entreprises de moins de 250 salariés pourront obtenir cette aide de 6 000 €. Donc, le point que je voulais faire avec vous, c'est sur le comment ça se passe. Vous revenez souvent vers nous quand vous n'avez pas encore reçu votre aide. Ça ne nous dérange pas, mais je voulais juste vous montrer à travers ce petit schéma notre incompétence et notre absence de moyens d'agir. Vous voyez, nous, on intervient sur le vert et enfin, nous, on intervient que sur la partie bleue, c'est important. Hein. Donc, vous signez le contrat, plus ou moins rapidement. On ne va pas se mentir, il y en a certains qui mettent un petit peu de temps à signer le contrat. Vous l'adressez au CFA, plus ou moins rapidement. Une fois qu'il est adressé au CFA, le CFA s'engage à le traiter dans les meilleurs délais. Une fois que le CFA l'a traité, c'est-à-dire qu'il a notamment dématérialisé, aujourd'hui on travaille beaucoup là-dessus, on va l'adresser, nous, on va le transmettre aux OPCO. Là, on est au numéro 4 déjà. À partir de là, nous n'avons plus la main. Mais quand nous n'avons plus la main, nous n'avons plus accès. C'est-à-dire que l'OPCO va traiter le contrat. S'il y a des pièces manquantes, vous serez informés, nous aussi, on agira. Imaginons, et on le souhaite, que le dossier soit complet, puisque vous savez que désormais, quand on parle de contrat, on parle également de convention de formation, qu'il faut vous avoir fait signer un mandat. Enfin, les choses se complexifient. Plus on les simplifie, plus elles sont complexes. Donc, l'OPCO traite le contrat sans aucune difficulté. Il va au bout de la démarche. Et donc, l'opérateur de compétences dont vous dépendez peut déposer le contrat auprès du service du ministère.
Super. Et à ce moment-là, donc on est à la phase numéro 6, le ministère va transmettre l'information à l'ASP, l'Agence des services et paiements. L'Agence des services et paiements est l'organisme qui a été mandaté pour payer l'aide aux employeurs. Pardon. Donc, une fois que le dossier complet est transmis à l'ASP, donc phase numéro 7, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, l'ASP prend connaissance de votre contrat d'apprentissage. Il découvre que vous avez pris un apprenti et donc il vérifie que vous êtes éligible ou pas à cette prime. Si vous êtes éligible, ou pas d'ailleurs, dans les deux cas, normalement, il devrait prendre contact avec vous et notamment par le biais de SILAE. C'est important, hein, SYLAE. Donc, vous allez recevoir un mail ou un courrier qui vous informe que vous devez ou que vous avez un compte SILAE à ouvrir. Si vous avez déjà un compte SILAE, si le RIB a été renseigné, rien ne se passera. Et une fois que l'ASP aura traité votre dossier et l'aura mis en place, alors seulement, vous allez toucher l'aide, enfin l'ASP va mettre en place l'aide. L'aide qui, je vous rappelle, est versée mensuellement. C'est mensuellement 1/12 de la prime, à la condition, et c'est là où on revient à ma première diapositive, à la condition exclusive quand même que vous fassiez la DSN. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez faire une déclaration sociale nominative et c'est bien cette déclaration sociale nominative qui va déclencher le versement de votre 1/12 de prime. Si vous ne faites pas de déclaration sociale nominative, vous ne déclenchez pas la prime. Et de la même façon, si vous déclariez 0 de salaire, qu'il y a une absence de plus d'1 mois, vous ne toucherez pas la prime. Elle sera reportée le mois suivant, une fois que vous payez. Alors, bien évidemment, le versement de l'aide est mensuel, mais pour les aides, les mois précédents, ils vous feront un rappel. Attention, hein, s'ils mettent l'aide en place que 3 mois après la signature de votre contrat, il n'y a pas de souci, vous paieront rétroactivement les 3 mois, mais à la condition que vous ayez fait la DSN. Nous ne pouvons pas vous répondre plus que ça. Quand je dis nous, c'est le CFA et l'administration de manière collective. Nous ne pouvons pas vous répondre plus que ça sur cette aide. C'est-à-dire que quand vous nous téléphonez pour nous demander où en est votre aide, je ne peux pas vous répondre. Je vous encourage à contacter l'ASP au 0809 549 549. Ils répondent assez facilement. Et la première question qu'ils vous posent, c'est votre numéro de SIRET. Ils vous retrouvent par votre numéro de SIRET. C'est pour vous dire que la conversation est assez, entre guillemets, personnelle et je ne peux pas m'amuser à téléphoner avec le numéro de SIRET de toutes les entreprises. Donc, si vous avez des difficultés dans le versement de votre aide, assurez-vous auprès de nos services que le contrat a bien été transmis, il n'y a pas de souci, hein, mais une fois qu'il a été transmis à l'OPCO, c'est à voir soit au niveau de l'OPCO, soit au niveau de l'ASP, mais passez par l'ASP pour savoir où en est votre aide. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question supplémentaire et j'y vais de ce pas. Hop. Donc, on est, désolé, encore moi, y compris le jour donné pour les retraités. Y compris le jour donné pour les retraités, oui. Comment ça s'appelle ce jour férié? Oui, qui est aléatoire désormais. Oui, monsieur Lecomte. Alors là, on revient, excusez-nous hein, pour ce petit cafouillage. On revient précédemment sur les apprentis mineurs. Donc, un apprenti mineur ne travaille pas les jours chômés, y compris, je crois que c'est Pentecôte de mémoire, y compris pour Pentecôte. Oui, vous savez que Pentecôte, désormais, vous pouvez, enfin, c'est un jour, alors c'est plus vraiment Pentecôte, hein, désormais, vous devez 7 jours, et c'est pour ça qu'un contrat à temps complet fait 1607 heures, 1600 heures où votre salarié est payé, et 7 heures qui sont offertes, qui sont données aux retraites, enfin pour aider les personnes âgées, plus exactement, pas les retraites, parce que les retraites, on va travailler jusqu'à 64 ans pour ça. Donc, oui, maintenant, vous pouvez soit le poser à Pentecôte, soit le poser à un autre moment. Non, un apprenti mineur, il ne travaille pas le jour férié, y compris Pentecôte. Vous avez la liste officielle de des jours fériés sur Internet, gouv.fr, n'hésitez pas, mais je vous le confirme, il ne travaille pas pour Pentecôte. Merci pour la Pentecôte, voilà. Les grands esprits se rendent compte, on s'est retrouvés, monsieur Lecomte. Voilà, voilà. Donc, je repars sur les aides exceptionnelles. Et donc, je vous encourage, si vous voulez, sur les aides aux employeurs, je vous encourage à contacter 0809 549 549. Je rappelle, pas d'inquiétude. Si vous avez une aide
qui date de 2022, vous restez sur le processus de 2022, donc 5 ou 8 000 € la première année et 2 000 € la deuxième année. Par contre, si vous signez un contrat en 2023 ou que vous allez le faire, parce que la rentrée arrive, l'aide ne sera plus que de 6 000 €, peu importe que l'apprenti soit majeur ou mineur. 6 000 €, c'est-à-dire 500 € par mois pour maximum une année de contrat, pas de formation. Et la deuxième année, il n'y aura pas d'aide mise en place. C'est le dispositif aujourd'hui, hein. Peut-être que d'ici là, il changera, mais voilà. Aujourd'hui, on est à 6 000 € pour la première année de contrat pour les nouveaux contrats signés en 2023. Enfin, un moment important, parfois douloureux, la rupture. Vous avez signé un contrat d'apprentissage, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, normalement, vous allez au bout. Vous avez l'habitude, en tant qu'employeur, vous savez qu'un contrat déterminé, c'est un contrat pour une période, on ne s'arrête pas. Ma foi, c'est quand même un contrat de type particulier. Et si c'était vrai sous l'ancienne législation, les évolutions récentes font que désormais, il y a des cas de rupture possibles. Donc, on va revoir ensemble si vous deviez vous séparer de votre apprenti ou si votre apprenti souhaitait se séparer de vous et que vous n'arriviez pas, par le biais d'une médiation, à discuter des difficultés ou voilà, peu importe, vous avez la possibilité de rompre. Donc, d'abord, vous signez votre contrat. Idéalement, dans le joli monde de la théorie, vous avez signé ce contrat avant le début du contrat, hein, comme la loi le spécifie, avant ou dans la semaine où débute le contrat. Bon, vous avez signé votre contrat. Vous avez prévu une date de début. Entre la date de début, une fois que le contrat débute, vous avez 45 jours consécutifs ou non en entreprise, et uniquement en entreprise, pendant lesquels vous êtes en ce qu'on appelle période probatoire. Donc, ça correspond bon an, mal an à une période d'essai, mais le terme juridique, c'est période probatoire. Donc, ça veut dire que vous prenez un calendrier et vous cochez tous les jours. Ça ne marche pas par demi-journée. Hein. Vous cochez, même s'il est venu qu'une demi-journée, vous comptez une journée, vous cochez tous les jours où votre apprenti est physiquement venu en entreprise. C'est-à-dire que sont exclus de ce comptage les jours en formation, bien évidemment, les jours maladie, les absences injustifiées, les absences pour intempéries, les fermetures pour vacances, les congés payés. Alors, normalement, il n'en a pas, mais les congés exceptionnels, peu importe. Et si vous êtes en dessous de 45 jours, donc si vous avez vu moins de 45 jours votre jeune en entreprise, vous êtes en période probatoire, c'est-à-dire que vous pouvez rompre unilatéralement. Vous informez l'apprenti que vous mettez fin au contrat. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de préavis. La seule obligation pour vous, c'est d'avoir une preuve qu'il a été informé de cette rupture. Donc, je vous encourage à faire un courrier. Idéalement, soit vous le remettez contre signature, c'est-à-dire que le salarié signe sur le document « J'atteste avoir reçu ce document tel jour, telle date », soit le bon vieux recommandé avec accusé de réception. Il faut bien que la poste continue de vivre. Donc, avec un recommandé avec accusé de réception, l'accusé de réception prouvera que vous avez bien adressé et donc informé votre employeur. De là, vous mettez fin au contrat et puis vous connaissez la ritournelle, documents sociaux, solde de tout compte. Vous n'oubliez pas jamais d'informer le CFA, puisque c'est c'est le CFA qui va informer l'OPCO et suspendre officiellement votre contrat. Donc, attention de bien informer le CFA qui transmettra à l'opérateur de compétences dont vous dépendez, pour les entreprises privées, bien évidemment. Pour les entreprises publiques, nous préviendrons aussi. Vous allez donc, logiquement, le mois d'après, à un moment, faire une DSN à 0, informer de la rupture. Une fois qu'ils sont informés de la rupture, pour en revenir à mon aide, l'aide s'arrête automatiquement le mois suivant la rupture. Il n'y a pas de démarche de votre part à faire. Si on informe dans les délais, comme vous l'avez vu dans la précédente flèche, à un moment, le ministère informe l'OPCO, ils suspendent. Donc, vous êtes dans ces 45 jours, vous évaluez le jeune, vous décidez de le garder. Vous avez passé ces 45 jours. Comment vous pouvez vous séparer? Vous pouvez toujours vous séparer à l'amiable. La rupture amiable est toujours possible. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de préavis puisque vous tombez d'accord sur une date et sur une rupture. Donc, vous mettez d'accord avec l'apprenti, éventuellement avec ses parents s'il est mineur. Vous convenez d'une date. Vous rédigez un document commun. Je sous-signé apprenti, je sous-signé employeur. Décidons de mettre fin au contrat
numérotant à la date de, vous le contresignez, vous conservez chacun un exemplaire, vous adressez une copie au pôle contrat qui transmet à votre OPCO et toujours la même ritournelle, documents sociaux, solde de tout compte. Là où ça peut se corser, c'est quand on n'arrive pas à trouver une solution amiable. Donc, dans ces cas-là, d'autres cas ont été prévus. On va déjà commencer par les ruptures. Donc, je vous fais grâce de la rupture suite à liquidation judiciaire, ce que je ne vous souhaite pas, ou pire, de la rupture pour décès de l'employeur unique du maître d'apprentissage à employeur dans une entreprise unipersonnelle. Ces cas de figure existent, on les gérera s'ils se présentent, mais ce n'est quand même pas l'outil le plus courant qu'on utilise. Donc, par contre, on utilise désormais la rupture à initiative de l'employeur. Donc, désormais, ça n'était pas le cas précédemment, l'employeur peut mettre fin au contrat. En cas de force majeure, et je reviendrai là-dessus, pour inaptitude médicale, vous avez bien compris que qui dit inaptitude médicale dit intervention d'un médecin. Donc, vous avez la médecine du travail qui vous dit il n'est pas apte au poste. Et dans ces cas-là, on lance une procédure d'inaptitude pour faute grave. Et attention, la faute grave, c'est celle qui empêche le maintien du salarié dans son activité, dans l'entreprise. Donc, là, dans ce cas de figure-là, celui qui peut vous intéresser, donc la faute grave, vous devez impérativement respecter la procédure de licenciement d'un salarié lambda. Donc, attention, il y a des délais. Vous savez qu'en droit du travail et particulièrement en droit de la sanction, la forme prime sur le fond, c'est-à-dire que vous devez impérativement vous respecter l'ensemble des délais et des procédures, les courriers avec les contenus imposés dedans. Je ne vais pas vous faire un détail aujourd'hui, ce serait fastidieux et pour vous et pour moi. Attention de ne pas abuser de la force majeure. Le fait que votre carnet de commandes ne soit pas rempli n'est pas un cas de force majeure. C'est un aléa, ça arrive. Vous êtes une entreprise, vous devez le gérer. Une force majeure, ce qu'on qualifie de force majeure, c'est un événement imprévisible qu'on ne pouvait pas prévoir. On peut prévoir une baisse d'activité, hein, mais aussi irrésistible, à laquelle on ne peut rien faire. C'est important et qui échappe à tout contrôle. Je vous prends un exemple que dans la région, je pense que vous connaissez, la tempête Alexa qui a eu des dégâts énormes dans certaines parties de la région, qui ont rendu effectivement des entreprises qui ont physiquement disparu, puisqu'il y a des maisons entières qui ont disparu. Là, on peut parler de force majeure. La baisse d'activité n'est pas un cas de force majeure. La Covid a été un cas de force majeure. Donc voilà, attention quand vous manipulez la force majeure, sachant que c'est vous qui décidez. J'en reviens à ma première diapositive. Vous voyez, tout ça est un peu logique quand même. Vous êtes détenteur du pouvoir disciplinaire. Donc, vous qualifiez la faute de grave ou pas. Nous, on peut vous aiguiller, on peut faire un point jurisprudence avec vous, mais on ne peut pas vous dire si c'est une faute grave ou pas. Il n'y a pas de définition précise, il n'y a pas de gradation. Donc, qu'est-ce qu'une faute grave ou pas? Vous décidez ou pas s'il y a une force majeure. Après, ce sera éventuellement requalifié dans un tribunal si ça y va. Mais c'est pas, moi, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas vous asséner des définitions. Je peux vous accompagner, mais c'est bien vous qui prenez la responsabilité de ce pouvoir disciplinaire. Enfin, une nouveauté également, c'est la rupture à l'initiative de l'apprenti. Donc, désormais, l'apprenti peut démissionner. Pour ça, il a l'obligation au préalable de saisir le médiateur de la chambre consulaire dont vous dépendez. Si vous ne dépendez pas d'une chambre consulaire, il saisit l'organisme public, hein. Donc, dans ces cas-là, il doit saisir le médiateur de la chambre consulaire. Il doit attendre 5 jours calendaires après la saisine du médiateur pour vous adresser sa lettre de démission qui, elle, prévoira forcément un préavis de 7 jours minimum. Donc oui, un apprenti peut désormais démissionner à la condition qu'il ait respecté un délai de 5 et 7 jours. Vous pouvez toujours faire une rupture d'un commun accord et vous pouvez également et éventuellement le licencier si on venait avoir un cas si vous identifiez une faute grave. Enfin,
Le dernier cas que je vois avec vous, c'est la rupture pour obtention du diplôme. Un jeune qui obtiendrait le diplôme peut, en vous prévenant, de mémoire, il me semble que c'est un mois avant, mais je ne le garantirai pas, peut mettre fin plus tôt à son contrat. Ça peut arriver. Voilà, dans ces cas-là, on l'accompagne dans les démarches et on vous informe. Une fois que le contrat est fini, le jeune pourra rester en formation, trouver un nouvel employeur. Vous pourrez prendre un nouvel apprenti. Nous informerons l'OPCO pour qu'il mette fin au contrat de manière, pour que l'enregistrement soit fait aussi au niveau de la rupture et chacun reprend son activité. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement et de manière non exhaustive sur l'activité sur qu'est-ce qu'être employeur et employeur d'un apprenti. Donc, j'ai répondu, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Il me semble avoir répondu aux questions qui avaient été ouvertes jusque-là, hein, donc essentiellement d'une seule personne, Monsieur Lecomte. Je voulais, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de nous les partager. Parce que je suis en train de regarder discussion, je n'ai pas de questions supplémentaires. Participants, personne n'a levé la main. Donc, vous pouvez toujours continuer à vous poser vos questions et nous y répondrons. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de l'intervention de mon collègue. Hein, pas de stress. Je vais laisser la parole à Monsieur Calafa. Tu veux que je le fasse? Ah oui, je veux bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Rénal Calafa, je suis en charge de la démarche qualité. Depuis la loi de 2018 sur l'avenir professionnel, il y a donc une demande, tout simplement, une demande de certification de tous nos établissements liés à l'apprentissage, y compris donc formation continue. Donc, pour le CFA régional, nous avons une démarche qui est double, à la fois qui s'appuie sur le référentiel national qualité et sur notre label qui s'appelle Califormagri, qui relève donc de notre ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, donc, je prends le temps pour vous donner une information concernant cette enquête. Elle est importante pour nous parce qu'elle nous permet d'évaluer la satisfaction, de mesurer la relation que vous avez et que vous entretenez, y compris par rapport à l'UFA, mais et inversement, sur l'ensemble des prestations et services, dont par exemple ce webinaire, entre autres. Pour ce faire, donc, vous avez en fait une connexion que vous connaissez bien, puisque nos apprentis sont gérés sur un serveur qui s'appelle Ipareo, mais là, c'est plutôt le net Ipareo. C'est un moyen, effectivement, une modalité qui concourt notamment à vous informer. Donc, sur l'onglet Net Ipareo, vous avez un portail entreprise où vous retrouverez donc un tutoriel justement à ce sujet. Pour cette partie, donc, vous avez, par rapport à l'UFA, normalement, chaque UFA vous envoie un code pour accéder donc à cette adresse mail qui s'appelle donc cfarapaka.imag.cloud. Et là, vous rentrez votre identifiant. Alors, sur la page accueil, vous verrez, il y a différents messages qui vous concernent par rapport à l'actualité de l'unité de formation. Mais surtout, vous pourrez donc répondre à cette enquête et il y a un lien directement qui vous mène vers ce questionnaire. Ou alors, et ça c'est une autre possibilité, toujours à la même adresse, l'unité de formation a aussi adressé, je présume qu'elle l'a fait en tout cas, adressé par le biais d'une modalité qui concourt à dédoubler cette façon de répondre par un autre code, un code enquête directement, parce qu'il s'avère que parfois, bien les codes ne sont pas forcément, je dirais, mémorisés ou autres. Donc pour cette étude, on a plébiscité le fait de vous adresser un code d'enquête. Donc là encore, de nouveau, je vous engage à contacter le secrétariat de l'UFA qui, lui, est au courant et qui vous donnera donc votre code respectif. Simplement une petite comment dire, information, c'est que
Vous le savez, sur votre comment dire, accès donc NetIPAREO, vous avez les éléments qui concernent donc la fiche signalétique de vos apprentis, le planning en cours, ses absences et le cahier de texte. Ce qui fait que dans l'accompagnement et le suivi respectif, et plus précisément ceux qui sont dédiés par rapport au maître d'apprentissage, vous retrouverez donc les éléments de communication à ce sujet. Donc, moi, je vous engage à répondre à cette enquête. La personne qui administre cette enquête ici au sein du CFA régional s'appelle Fabrice Fontaine. Donc, il m'a demandé dans un petit chat, voilà, si on y va, de vous donner Donc, je vous mets dans la discussion. son adresse mail si vous souhaitez obtenir voilà, rapidement votre code d'enquête. Il vous répondra. Hein, donc, il est très réceptif et très réactif à ce sujet. C'est important parce que les auditeurs de l'AFNOR, puisque c'est l'organisme qui nous certifie, sont très vigilants sur l'état de satisfaction tant de votre appréciation que le fait que nous enquêtons aussi auprès de nos apprentis, à la fois donc ceux qui sont en cours de formation, c'est-à-dire lors de la première année, et ceux qui sont en deuxième et troisième année en fin de formation. Et ces éléments de satisfaction, et y compris surtout les observations que vous pourriez mettre en avant, nous permettent d'améliorer tout simplement nos services. Donc, à ce titre, le CFA régional vous remercie et je vous remercie aussi pour votre attention. Voilà, je vous ai mis les adresses de Rénal Calafa et moi-même, ainsi que celle de Fabrice, qui est donc votre interlocuteur NetIPAREO, si vous aviez des difficultés. Je les ai mis dans la discussion, parce que, je suis désolée, je pensais que nos adresses apparaissaient sur la dernière page, ce qui était le cas précédemment. Quoi qu'il en soit, si vous devez n'en retenir qu'une, c'est comme l'anneau, c'est celui-ci qui les domine tous. Donc, n'hésitez pas à écrire à cfarappaca avec 2p, @educagri.fr. Ça nous arrivera toujours, pas d'inquiétude là-dessus. On a un secrétariat très efficace qui nous réoriente sans problème les informations. Donc, c'est toujours compliqué de transmettre plusieurs adresses. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter par téléphone. Donc, je rappelle, Navarro, NAVA2RO Emmanuel, Calafa Rénal, CALAFAT Rénal. N'hésitez pas à nous appeler au 04 92 38 20 70. Je n'ai pas de nouvelles questions. Je laisse ouvert la discussion. Je vais juste arrêter le partage. 2 participants ont levé la main. Allez, alors, qui a levé la main? On va voir ça. Hop. Voilà. Monsieur Birchier, je vous donne l'autorisation de parler si vous voulez nous dire... Si vous voulez réactiver le son et nous faire part de vos questions. Joël? Bon. On va essayer avec Julie André, si vous voulez prendre la parole. Oui. Bonjour. Moi, j'ai une apprentie majeure là, dans l'exploitation. J'avais une question sur la nécessité de... Donc, j'ai bien une couverture santé complémentaire. Je me posais la question de la nécessité d'une retraite complémentaire. Parce que quand je dois remplir sa fiche là, pour la DSN, il y a une rubrique retraite complémentaire. Et je ne sais pas si c'est obligatoire. Non, vous avez pas. Non, ça dépend du statut, ça, s'il est cadre ou pas. Mais ça, rapprochez-vous de votre convention collective ou de la Chambre d'agriculture pour connaître ce qui vous lie vraiment, enfin, ce qui concerne votre entreprise. Ok. Bon, il n'y a pas de cadre national, c'est ça que je veux dire. Ça peut être possible, mais je ne pense pas dans les exploitations. Hein. Mais vérifiez avec la Chambre. Entendu, merci. De rien. Joël Birchier, on tente une dernière fois. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, non, en fait, c'était un début de session, c'était pour me signaler. Ah, d'accord. Eh bien, alors, on vous a signalé. Ça va, ça s'est bien passé? Vous avez eu les réponses que vous vouliez? Oui, voilà, j'ai bien écouté, c'était intéressant. Merci. Bon, super. Merci beaucoup. Merci. Donc, sachez que grâce à la région PACA, notre
notre webinaire va être mis en lien sur le site du CFA PACA, donc vous pourrez le consulter et pourquoi pas le revoir ou le faire circuler. C'est une information que nous tenons régulièrement 2 à 3 fois par an pour mettre à jour l'actualité juridique et essayer de vous tenir un minimum informé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des propositions de thèmes ou si vous avez d'autres questions, sachant qu'on envisage aussi de travailler sur des thématiques plus proches des employeurs, peut-être des petits moments clés, peut-être 15 minutes à destination de vos administratifs sur des points précis comme comment demander l'aide. Enfin, voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous aviez des questions. Voilà. Ou des propositions de travail, des pistes, pardon, de travail. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bon.